Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Onésime Douchima Guité. Nous sommes le mercredi 21 juillet 2021. Bienvenue fidèles auditeurs de la Radio Publique Africaine à ce rendez-vous d'information dont voici les grands titres. Un membre du parti CNL en commune de Bouguenyuzi de la province de Karouzi est admis dans une structure de santé depuis 3 jours après avoir été tabassé par des Imbonerakure de cette localité. En mairie de Bujumbura, les habitants du quartier Ruziba en zone Kanyosha demandent aux autorités habilitées de sanctionner les Imbonerakure qui les persécutent durant les patrouilles nocturnes. Certains employés de l'Office national pour la protection des réfugiés et des apatrides ONPRA en sigle alertent qu'ils sont sur le point de perdre leur emploi. Victimes de maltraitance, ces employés ont déjà saisi différentes instances habilitées mais n'ont jamais eu de suite favorable. 2 directeurs de l'école fondamentale et du lycée communal Buhaïra en province de Chibitoke sont accusés de détournement de fonds contribués par les parents des élèves pour la construction de nouvelles salles de classe. Voilà pour le sommaire. Merci d'avoir choisi la Radio Publique Africaine. Je vous le disais dans le titre, un membre du parti CNL est admis dans une structure de santé de Bouguenyuzi depuis 3 jours après avoir été tabassé par les Imbonerakure. Certains habitants de cette commune de la province de Karouzi accusent un officier de police judiciaire d'avoir refusé de mener des enquêtes. Emile Nilasumba. Le membre du parti CNL passé à tabac est connu sous le nom d'Emmanuel Ndezweni Imana. La population indique que les Imbonerakure l'ont attaqué dimanche vers 21h sur la colline Muyange de la commune Bouguenyuzi en province Karouzi. Cet habitant de Muyange explique qu'Emmanuel Ndezweni Imana était en train de demander pourquoi ces Imbonerakure se chamaillaient avec certains passants. Les Imbonerakure ont alors commencé à le passer à tabac jusqu'à 3 heures du matin. Ils l'ont laissé là, gisant au sol. C'est le matin que la population l'a transporté vers l'hôpital. Les habitants de Muyange indiquent que le chef des Imbonerakure sur cette colline, Célestin Niungeko, surnommé Kiembe, était parmi ces Imbonerakure qui ont passé à tabac ce militant du CNL. Ils accusent le chef de la colline d'avoir ordonné à ces Imbonerakure de passer à l'acte. Ces habitants demandent ainsi au chef de colline de payer les soins médicaux du patient. Contacté, le chef de la colline Muyange, Cyprien Hategekimana, indique que c'est la justice qui a le dernier mot. On va voir. S'il s'avère qu'il a été réellement passé à tabac, ils vont payer ses soins de santé. Quand les Imbonerakure commettent des délits, ils sont punis comme tout le monde. Mais si c'est lui qui les a provoqués, il va également être sanctionné. C'est la justice qui va trancher. Même s'il s'avérait que c'est moi le fautif, je serai également puni. Les partisans du Congrès national pour la liberté sur la colline Muyange demandent à la police de démarrer les enquêtes. Ils accusent l'officier de la police judiciaire de Bouguenyuzi, Jacques Ndachaïsava, d'avoir refusé d'entamer les enquêtes sur le passage à tabac d'Emmanuel Ndezweni Imana. Il leur aurait dit que les enquêtes commenceront quand ce membre du CNL quittera l'hôpital. Contacté, l'OPJ Jacques Ndachaïsava nous a raccroché au nez après notre présentation. Toujours en page droits de l'homme, mais grogne des habitants du quartier Ruziba en zone de Kanyosha de la mairie de Bujumbura suite aux persécutions infligées par des Imbonerakure de cette localité durant les patrouilles nocturnes. Il demande que ces Imbonerakure soient punis et redressés. Les détails avec Eroge Diveremesh.
Les habitants de Ludziba, en zone Kanyosha, accusent les Imbonerakure de les persécuter au cours de leur patrouille nocturne ces derniers jours. Ces habitants affirment que ces Imbonerakure les frappent quand ils les rencontrent durant la nuit. Cet habitant témoigne. L'insécurité s'observe durant les heures de la soirée ici chez nous suite aux patrouilles des Imbonerakure. Cela se remarque ici à Luziba, dans la cellule de Wingare et une partie de Mukungugu. Les gens sont violentés et frappés. Vous comprenez donc qu'ils perturbent la sécurité des gens. Durant ces patrouilles nocturnes, ces Imbonerakure ne se contentent pas de les frapper seulement, mais volent aussi leurs biens. Après avoir malmené des gens, ils les dépouillent parfois de leurs biens. Quand ils patrouillent, ils sont armés de machettes et de bâtons. Ces Imbonerakure qui font ça constituent un petit groupe dont les chefs de file sont les surnommés Masoro et Gaporo. Cela sensibilise d'autres Imbonerakure comme le prénommé Thierry et autres pour commettre ces actes. Ces habitants demandent l'intervention des autorités pour empêcher ces Imbonerakure de les malmener. À ce propos, la rédaction de la RPA a joint par téléphone Artemon Bouyekure, le chef de zone Kanyosha, pour avoir sa réaction sur les plaintes de ses administrés. Selon lui, aucun Imbonerakure ne persécute un habitant dans la zone qu'il dirige. Ceux qui le font sont plutôt des malfaiteurs. Après lui avoir donné des exemples de noms cités par les habitants, il a opté de nous raccrocher au nez. Merci à toi, Eroge Divel-Mécha. Toujours en page des droits de l'homme. En province de Chibitoke, 2 fillettes ont été récupérées ce lundi par des administratifs de Mabaï alors qu'elles erraient dans la rue. Les 2 mineurs sont de la province de Muyinga. Elles ont été conduites à Mabaï par une personne qui voulait que les fillettes travaillent pour elles. La personne les a par après chassées et les habitants de Mabaï demandent qu'elles soient poursuivies par la justice pour avoir exploité les mineurs. Le point avec Eric Nyonzima. Les photos qui circulent sur les réseaux sociaux montrent que ces 2 fillettes auraient entre 10 et 12 ans. Elles ont été retrouvées lundi de cette semaine en cours dans la commune Buganda alors qu'elles venaient à pied de la commune Mabaï. C'est en province Chibitoke. Originaires de la province de Muyinga, les habitants de cette localité expliquent que ces enfants ont été emmenés à Mabaï par un certain Étienne pour garder ses enfants. Mais arrivé en commune Mabaï, il les a fait travailler dans les champs comme le raconte l'un des habitants. Ces enfants disent qu'elles sont venues de la province de Muyinga et qu'elles ont été amenées par un homme à Mabaï pour qu'elles travaillent comme des domestiques qui gardent les enfants dans la localité de Muruseseka. Cet homme est prénommé Étienne, mais lorsqu'elles sont arrivées à Mabaï, cet homme a changé leur travail et il les faisait travailler dans les champs où elles passaient toute la journée jusqu'au soir à cultiver. Puisque ces enfants sont encore petits, elles lui ont dit qu'elles ne pouvaient pas continuer ce travail. C'est ainsi que cet homme les a jetés à la rue. Imaginez-vous, ces enfants sont allés à pied depuis Mabaï jusqu'à la colline Murambi en commune Buganda. C'est là où elles se sont arrêtées à cause de la fatigue. Leur père s'appelle Marushimana Dieudonné et leur mère Nahomenyereye Dafrose. Au moment où les autorités locales des communes Mabaï et Buganda essaient de trouver une solution pour que ces 2 enfants retournent en province Muyinga et qu'elles soient remises à leurs parents respectifs, les habitants de Mabaï demandent également que le coupable de ces actes ignobles soit puni par la justice. Cette histoire nous a beaucoup attristés en tant qu'habitants de Mabaï. Cet homme nous a vraiment déshonorés. Des enfants de cet âge ne méritent pas de travailler dans les champs. Sinon, ce serait les torturer. Cela nous a affligés. Nous demandons qu'il soit poursuivi par la justice et que nous puissions aussi connaître son identité. Les défenseurs des droits des enfants rappellent que les lois burundaises et internationales interdisent le travail des mineurs. David Ninganza, un des défenseurs des droits de l'enfant, demande aux Burundais d'être vigilants et de dénoncer ceux qui commettent ce genre de crimes. Suivez plutôt David Ninganza.
Premièrement, l'enfant n'a pas droit de travail rémunéré par quelqu'un d'autre. Ce sont les parents qui travaillent avec les enfants. Aussi, les travaux légers ont dans le sens de provoquer un impact négatif sur le développement physique de l'enfant, sur le développement mental, à ce que je peux appeler l'exploitation économique. Donc, nous avons vu qu'il y a des gens qui s'arrogent le droit de faire travailler les enfants dans le sens de gagner beaucoup parce que l'enfant ne demande pas beaucoup. L'enfant n'est pas bien rémunéré, n'est pas cher. C'est la raison pour laquelle même dans les services, bien dans les entreprises où il y a des travaux lourds, on est trop vigilant pour qu'il n'y ait pas des enfants qui soient employés avant l'âge. Premièrement, avant 16 ans, c'est pas autorisé, c'est contre la loi. La loi est claire. Les enfants de 16 ans, 17 ans peuvent travailler dans le sens aussi de contribuer dans le développement familial, dans le développement du pays, mais aussi avec des limites pour qu'ils ne soient pas victimes. Pour le cas précis, c'est dommage. Le délinquant, il a osé déplacer les enfants dans une autre province. C'est ce que nous pouvons appeler enlèvement parce que les parents n'étaient pas au courant. C'est dommage. C'est la raison pour laquelle ici, je demande sans craindre aux parents de ne pas céder. Ce ne sont pas les enfants qui supportent les parents. C'est plutôt le contraire. Et aussi, ce ne sont pas les enfants qui vont supporter le fardeau de la famille. C'est la raison pour laquelle les administratifs à la base doivent rester vigilants pour demander chaque parent qui est avec un enfant étranger de demander pourquoi la présence de l'enfant, qu'est-ce qu'il fait ici, dans quelles circonstances l'enfant est entre vos mains. Toutes ces questions vont réduire sensiblement les bavures, les violences faites aux enfants dans le sens de se procurer de l'argent justement. C'est à résumer une exploitation économique tout court. Nous devons être vigilants pour que cela ne se transforme pas. C'est la raison pour laquelle le trafic interne, si on n'y prend pas attention, peut faire beaucoup de bavures, beaucoup de dégâts au niveau du pays. C'était David Ninganza, un des défenseurs des droits de l'enfant. Courte pause, nous poursuivons avec la page gouvernance. Sit-in du personnel de la société de télécommunications Onatel devant le bureau du directeur de cette société le matin de son mercredi. Outre qu'ils viennent de passer 4 mois sans rémunération, ils réclament aussi la reprise des cotisations au sein de l'Institut national de sécurité sociale, INSS. Le point avec Aimable Nishimri. Ce personnel de l'Onatel a observé un sit-in de 30 minutes devant le bureau du directeur général de cette société dans la matinée de ce mercredi. À part qu'ils viennent de passer 4 mois sans percevoir leur salaire, ils dénoncent aussi la cessation depuis quelques mois des cotisations au sein de l'Institut national de la sécurité sociale ainsi qu'au sein de la mutuelle pour bénéficier de la mutualité de santé. Pour ceux qui avaient déjà contracté des crédits auprès des institutions bancaires, ils déplorent déjà les saisies des garanties qu'ils avaient données. Le directeur général de l'Onatel reconnaît plutôt 3 mois de salaire impayés. Privat Kabeba accuse ce personnel de ne pas être productif. Pour lui, ce personnel sera régularisé si une fois il se met à l'œuvre pour être plus productif, ce qui n'est pas tranquillisant pour eux. Toujours en page gouvernance, certains employés de l'Office national pour la protection des réfugiés et des apatrides, ONPRA, alertent qu'ils sont sur le point de perdre leur emploi. Injustement traités, ces employés ont déjà saisi différentes instances habilitées, mais n'ont jamais eu de suite à leurs requêtes. C'est le point avec Elvis Nyumunge. Certains employés de l'Office national pour la protection des réfugiés et des apatrides, ONPRA, dont l'effectif avoisine 100, affirment qu'ils ont été engagés par ce bureau depuis 2009, l'année de son entrée en fonction, mais qu'ils n'ont pas encore signé de contrat indéterminé. Alors qu'ils étaient habitués au contrat annuel renouvelable, ces employés affirment qu'ils ont été surpris, sont rendus, car les dirigeants les ont obligés à signer un nouveau contrat de travail valable pour 5 mois, c'est-à-dire jusqu'au 31 décembre, un contrat qui est cette fois-ci non renouvelable. Les informations dignes de fois si ces employés détiennent affirment qu'à la fin de ce nouveau contrat, ils seront remplacés par une nouvelle équipe qui sera embauchée par le ministère de l'Intérieur, de la Sécurité publique et du développement communautaire de la Kobucha. Les 100 employés de l'ONPRA disent être concernés par l'intimidation qu'ils ont subie de leurs dirigeants. En effet, ils ont été avertis que quiconque se refusera sera automatiquement licencié, raison pour laquelle tout le monde a signé son fameux contrat par crainte de perdre illico son travail. Selon nos sources, même si la signature de ce contrat est interrompue en ce mois de juillet, ces employés disent être au courant de son projet depuis le mois d'avril. Malheureusement,
Depuis qu'ils ont appris cette mauvaise nouvelle, ces employeurs de l'ONUPLAN ont adressé une correspondance au commissariat des réfugiés au Burundi et une autre au président de la République afin qu'il rétablisse dans les droits, mais ils n'ont jusqu'à présent pas reçu une réponse favorable. À ce propos, nous n'avons pas encore pu joindre le coordinateur de l'ONUPLAN Samuel Ndayisenga pour plus ample réfléchissement. Merci Elvis Niyomungere. Les éleveurs des différents coins du pays demandent au gouvernement de leur donner des espaces pour cultiver les herbes pour leur bétail. Cette demande est faite à un peu plus de 2 mois de l'entrée en vigueur de la loi portant stabilisation permanente du bétail. Cas contraire, ces éleveurs trouvent que la loi ne sera seulement bénéfique aux autorités qui possèdent de grandes étendues et le petit éleveur, lui, croupira dans la misère. Écoutons certains éleveurs qui se sont confiés à la radio publique africaine. Nous sommes très inquiétés par cette mesure parce que nos terres sont très petites. Dire que les bétails seront nourris dans des étables, c'est une tâche très compliquée. Il sera difficile de la mettre en application dans certains coins. Nous les citoyens, nous avons de sérieux problèmes. Les terres sont très petites et le sol n'est plus fertile. Imaginez si tu as un petit lopin de terre et c'est là que tu cultives pour la famille. Et maintenant, il faut la morceler pour planter des herbes pour le bétail. C'est un grave problème. En résumé, comme le gouvernement a de très grandes étendues, ils doivent préconiser des espaces pour les arbres et d'autres parties pour des herbes destinées au bétail de la population. Ils doivent songer à la population lorsqu'ils prennent ces mesures. Sinon, l'élevage sera fait par les autorités qui ont de grandes étendues. Ils ont préparé cette loi pour leurs propres intérêts. Ils n'ont même pas bien préparé cela. Ils n'ont pas vérifié si chaque éleveur aura la pâture pour son bétail. En plus de cela, là où l'on a expérimenté cette mesure à l'intérieur du pays, dans les provinces du Nord, surtout en Ngozi, les éleveurs ont enregistré un énorme manque à gagner. Celui qui avait entre 2 et 4 vaches, il ne lui reste qu'une seule. Nombreux ont abandonné l'élevage puisqu'ils n'étaient pas capables de continuer. Ça demande beaucoup de moyens et d'énergie. On se demande ce qui arrivera quand les petits éleveurs abandonneront l'élevage dans tout le pays et que seules les autorités qui ont des moyens et qui veulent s'accaparer toutes les richesses du pays pratiqueront l'élevage. Nous pensons que les citoyens sombreront dans une pauvreté sans nom. Parlons environnement à présent. Les usagers de la route nationale numéro 3, communément appelée Bujumbura-Rumonge, s'inquiètent de la dégradation continuelle de cette infrastructure. La route est jonchée de nids de poules, une situation qui est aggravée par la montée des eaux du lac Tanganyika qui ronge les bordures de la route. Un trajet Bujumbura-Rumonge qui jadis se faisait en moins d'1 heure se fait aujourd'hui en 4 heures. Le point avec Francine Mahou. Avant 2015, la route nationale numéro 3 reliée la ville de Bujumbura au sud du pays commençait déjà à se dégrader. Mais la dégradation de cette infrastructure routière s'est accélérée depuis l'année 2015. Difficile est de trouver actuellement une petite distance sans nid de poule le long de cette route. Avec la montée des eaux du lac Tanganyika qui longe cette route, la situation s'est empirée. Cette route est menacée par les eaux du lac Tanganyika et des nids de poules. Habituellement, les usagers de cette route indiquent qu'il faut moins d'1 heure pour faire le trajet Bujumbura-Rumonge. Actuellement, il faut au moins 4 heures pour faire ce même trajet de 70 km. Lorsque la route était encore en bon état, un véhicule qui roule à grande vitesse faisait le trajet en 45 minutes ou 1 heure pour quelqu'un qui roule moins vite. Mais aujourd'hui, il fait 4 heures pour faire le trajet de Bujumbura-Rumonge. Une lueur d'espoir cependant. Depuis un certain temps, il y a des signes qui montrent que les travaux de réhabilitation
pourrait démarrer d'ici peu même si certains usagers restent pessimistes. Selon un plusieurs rendez-vous pour le démarrage des travaux de réhabilitation de la RN3 ont été fixés sans jamais être respectés. Lors de la conférence publique animée le 25 juillet dernier par les porte-parole des institutions, Jeanne Mukenguruka, porte-parole du ministre des Travaux publics, avait indiqué que les travaux de réhabilitation du tronçon Gitaza-Rumonge, une distance de 45 km, allaient débuter au mois d'août. Les usagers de cette route indiquent qu'ils ont été signifiés que les travaux débuteront le 9 août. Selon ces mêmes sources, c'est l'entreprise Sogea Satome qui a gagné le marché de réhabilitation. Merci à toi aussi, Francine. Mauro, courte pause, nous parlons éducation. Deux directeurs de l'école fondamentale et du lycée communal Buhaïra, situé en province de Chibitoke, sont accusés de détournement de fonds par les parents d'élèves fréquentant cette école. Ces parents ont contribué pour la construction de nouvelles salles de classe, mais après bientôt une année, les travaux sont presque au point mort. Le point avec Daniel Claire, il approuve. Sylvestre Sibomana, directeur de l'école fondamentale Buhaïra, et François Habunimana, directeur du lycée communal Buhaïra, sont les deux directeurs accusés d'avoir usé pour extorquer de l'argent aux parents. En effet, chaque élève a été sommé de payer 15 000 francs burundais, un montant soi-disant destiné à ériger deux nouvelles salles de classe. De leur côté, les parents trouvent insensé, surtout que ces deux établissements comptent 1600 élèves, ce qui fait un total de 24 millions de francs burundais. Pire encore, révèle notre source, depuis le début de l'année, seule une salle de classe a été construite mais n'a pas été achevée, ce qui, selon les parents, prouve que ces directeurs ont initié ce projet dans le seul but de détourner de l'argent. De la 7e année à la classe terminale de ce lycée, il y a 210 élèves et de la première année à la 6e année fondamentale, le nombre d'élèves est 2445 et tous ces élèves ont payé 15 000 francs chacun. Comme prétexte, ils nous ont dit que l'emplacement de l'école faisait que les élèves étaient tout le temps distraits, d'où ce souhait de les déplacer dans de nouvelles salles de classe. Mais cet argument ne tient pas debout, car les écoles construites par l'UNICEF sont très bien. C'était juste un moyen de détourner l'argent. La preuve en est que, durant toute une année, ils n'ont pas pu terminer une seule salle de classe. Ainsi, ses parents éprouvent beaucoup de doutes sur l'utilisation de cette somme d'argent collectée, car les deux directions ont depuis refusé de donner un quelconque justificatif. Nous avons compris que c'était un moyen de nous faire dépenser de l'argent et nous avons demandé au comité des parents de suivre de près ce dossier. Mais à notre grand étonnement, tout le monde a été écarté de la gestion de ces fonds. La rédaction de la RPA n'a pas pu contacter les directeurs Sylvestre Sibomana et François Habunimana pour s'exprimer sur ces grognes et accusations des parents. Dernière nouvelle de cette édition, les mésententes entre Caritas et le coordinateur Zika Donuta causent un dysfonctionnement dans le secteur de l'éducation. Les examens commencent même à être ajournés car ce coordinateur ne veut pas être corrompu. Le point avec Roger Cuisine. Cette tension a pris naissance avec le retour au Burundi de l'ancien coordinateur des travaux de Caritas au cas de Rovier Donduta. En effet, le nouveau coordinateur aurait refusé de se plier aux exigences des Tanzaniens qui veulent le manipuler. Et ces derniers ont pris comme actif la participation du secteur de l'éducation pour précipiter la destitution du dit coordinateur. Notre source en douta témoigne. Les chefs tanzaniens ne s'entendent pas avec le nouveau coordinateur qui a remplacé l'ancien récemment rapatrié au Burundi. Pour ces derniers, si tu n'es pas prêt à les tenir dans leur magouille, ils font tout pour créer le désordre et soulever les élèves afin que tu sois destitué. Les conséquences de ces perturbations se répercutent sur les élèves, selon toujours notre source. Ce lundi, jusqu'à 14 heures, l'examen n'était pas encore disponible et nous avons décidé de le faire ce mardi dans le temps réservé à l'alternance, car le mercredi, il y a un autre examen. Ce report n'arrange pas les élèves qui se retrouvent contraints de passer les examens 2 jours d'affilée sans alternance.
De l'autre côté, les réfugiés demandent que ces mésententes au sommet cessent afin que les élèves n'en soient pas victimes. Merci à toi, Eroge Kwizera. Merci, fidèles auditeurs de la Radio Publique Africaine, pour nous avoir suivis. C'est parti que nous mettons en point final à cette édition. À la présentation, c'était Onésime de Chimagizé. Je vous souhaite de passer de bons moments chez vous. Au revoir.